Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ce lundi 22 septembre 2025, l'association France-Palestine Solidarité a déposé plainte auprès du parquet national antiterroriste contre des colons franco-israéliens. Ils sont principalement accusés de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à l'encontre de la population palestinienne de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Cette plainte vient quelque part déterrer la question de l'occupation illégale par Israël des territoires palestiniens et les nombreux autres crimes commis en Cisjordanie qui ont été relégués au second plan dans le contexte du génocide à Gaza. Pourtant, depuis 1967, les organes de l'ONU et des ONG dénoncent les violations graves et systématiques du droit international commises par Israël contre le peuple palestinien, notamment liées à l'occupation, à la colonisation et à l'annexion du territoire palestinien occupé. Depuis 2 ans, l'expansion coloniale israélienne s'accélère au mépris du droit international, pourtant rappelé par la Cour internationale de justice dans son avis historique du 19 juillet 2024. Faisant suite à cet avis, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 septembre 2024 une résolution engageant les États à adopter des mesures de sanctions contre Israël afin de l'obliger à se retirer du territoire palestinien occupé au plus tard dans un délai de 12 mois. Ce délai vient d'expirer et rien n'a encore été entrepris. C'est dans ce contexte qu'intervient la plainte déposée par l'association France-Palestine Solidarité qui a mandaté les cabinets d'avocats Demain et Alecto. Quels sont les faits graves que vise la plainte qui pourraient être constitutifs de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? Qu'est-ce qui pourrait convaincre le parquet antiterroriste à ouvrir une information judiciaire alors qu'il a à plusieurs reprises classé sans suite des plaintes visant des franco-israéliens? Et dans quelle mesure la justice française peut faire respecter le droit international là où les États membres de l'ONU ont échoué? On en parle avec les avocats de l'association France Solidarité Palestine, maître Sarah Samer du cabinet Demain et maître Nino Arnaud du cabinet Alecto. Bonjour Maître Samer. Bonjour. Bonjour Maître Arnaud. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de nous intéresser à la plainte de l'association France Solidarité Palestine, je voudrais, Sarah Samer, que nous revenions rapidement sur la requête que vous avez adressée le 12 février 2024. C'est une requête que vous aviez adressée à Josep Borrell, autrefois chef de la diplomatie européenne. Et dans cette affaire, c'est un collectif de victimes palestiniennes de Cisjordanie qui vous avait mandaté pour que vous sollicitiez de l'Union européenne des sanctions contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et 4 ministres de son gouvernement pour leur implication dans des crimes et de graves violations des droits humains. Est-ce qu'il est encore trop tôt pour savoir si l'UE a favorablement répondu à votre requête ? Non, c'est une excellente question. Alors effectivement, on avait fait cette requête auprès de Josep Borrell, qui n'est plus aujourd'hui le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. C'est Kaja Kallas. Nous avions eu une réponse de leur part à plusieurs reprises, disant qu'effectivement c'était en instruction, qu'ils allaient regarder nos demandes. Mais ils avaient rappelé, comme on l'avait dit il y a 1 an et demi, la complexité en fait de la procédure, que tout était confidentiel et surtout qu'il y avait l'unanimité qui devait s'appliquer. Alors, hélas, depuis, on n'a pas eu de retour très positif. Mais ce que je note, c'est que dernièrement, Ursula von der Leyen a fait des conclusions en indiquant qu'effectivement l'Union européenne allait prendre des sanctions à la fois pour suspendre certaines relations commerciales avec l'État israélien et prendre des sanctions contre des colons dits extrémistes et certains dirigeants israéliens. Alors on espère que ça ira dans le sens des sanctions qu'on avait demandées, parce qu'on avait effectivement visé Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, Yoav Gallant, l'ancien ministre des Affaires de la Défense, qui sont tous les deux visés, toujours par un mandat de la Cour pénale internationale. Donc nous n'avons pas eu une réponse à strictement sensu sur la prise de sanctions. Mais en tout cas, à l'époque, ce que ça a permis, et ça, c'est pas négligeable, c'est de mettre sur la table la question des sanctions économiques, financières, diplomatiques, administratives, et faire jouer ce que Ursula von der Leyen essaie d'activer aujourd'hui, c'est le régime mondial des sanctions de l'Union européenne, comme on a pu le faire dans d'autres conflits, contre la Syrie, le Venezuela ou la Russie, qui en est aujourd'hui à son 19e paquet de sanctions.
Alors discutons à présent, si vous le voulez bien, de cette plainte qui a été déposée par la FPS contre des colons israéliens. Quels sont les faits graves que vise la plainte qui pourraient être constitutifs de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité selon vous? Alors oui, effectivement, la FPS a déposé plainte. Nous avons déposé plainte en son nom pour des crimes très graves. Donc pour de la commission et de la complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et sans rentrer trop dans les détails techniques pour celles et ceux qui nous écoutent, nous allons résumer effectivement ce que l'on vise très exactement. Premièrement, nous avons des personnes physiques, donc des colons franco-israéliens, un certain nombre de leurs organisations qui sont franco-israéliennes, qui participent, en fait, encouragent, financent et participent à la création de colonies de peuplement israéliennes et de ce qu'on appelle des avant-postes dans le territoire de la Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est. Et en cela, ils participent à ce qu'on appelle le crime de colonisation, qui peut avoir deux qualifications juridiques en droit français et en droit international. C'est ce qu'on appelle le crime de transfert, et qui est un crime de guerre, et le crime contre l'humanité. Le crime de transfert, ça consiste à participer au transfert direct ou indirect organisé par la puissance occupante, c'est-à-dire Israël, transférer une population civile sur le territoire qu'elle occupe, c'est-à-dire le territoire palestinien occupé. Quand ce transfert a lieu dans le cadre d'une déportation ou d'un transfert forcé et dans un cadre beaucoup plus large qui est un plan concerté avec une attaque systématique et délibérée d'un peuple, ici le groupe des Palestiniens, ça peut être une qualification de crime contre l'humanité. Et en cela, en créant des avant-postes et des colonies de peuplement israéliennes illégales, ces personnes-là se rendent complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Deuxième point, quand il y a la création de ces colonies, généralement, cela se fait dans une pratique de dépossession, d'extorsion, de destruction de biens civils qui appartiennent à des Palestiniens de Cisjordanie contre leurs villages, leurs maisons, leurs terres agricoles, leur bétail. Et donc là, encore une fois, nous avons tous les éléments matériels et intentionnels qui montrent que ces personnes-là, en fait, ont participé à de l'extorsion de terres palestiniennes. Et enfin, la politique de la colonisation s'accompagne d'un certain nombre d'actes et d'appels, d'encouragement à faire des actes de ségrégation et des actes de persécution à l'encontre des Palestiniens, notamment en leur disant de se soumettre, en les menaçant, en ayant un comportement qui vise à empêcher la jouissance de leurs droits fondamentaux, comme celui d'aller ou venir, de pouvoir disposer de leur maison, de la sécurité, de la liberté, de la sûreté. Et donc, en cela, nous avons collecté avec l'AFPS un certain nombre d'éléments qui caractérisent très clairement, en fait, leur commission et leur complicité dans ces actes dans ces crimes contre l'humanité. Et donc, c'est comme ça que nous en sommes venus à 4 qualifications pénales. Donc, des qualifications pénales qui sont prévues par le code pénal français. Parce qu'en fait, quand on est juriste, on a un peu du mal à comprendre la compétence des juridictions pénales françaises et du PNAT en matière de crimes de colonisation. Oui. Déjà, il faut savoir que tous ces crimes de droit international ont été transposés dans le code pénal. Donc, ce sont des crimes aujourd'hui qui sont prévus par le code pénal français. Et la justice française est compétente pour les crimes, quels qu'ils soient, commis par les Français, les ressortissants français, fussent-ils commis à l'étranger. Donc, en réalité, c'est assez simple. C'est que dès lors qu'un ressortissant français commet un crime, et a fortiori un crime contre l'humanité ou un crime de guerre qui sont dans le spectre très haut de ce qui est répréhensible, eh bien, la justice française est compétente. Et on l'a vu sur de nombreux territoires de guerre dans les années qui précèdent. Et combien de colons franco-israéliens sont visés par votre plainte? Et comment êtes-vous parvenu à les identifier? Alors là, on en a identifié 2 principalement, parce qu'en fait, elles ont un rôle assez important, important en matière d'organisation et de financement de ces avant-postes et de ces colonies. On a égrené avec le nom d'autres personnes dont on est plutôt sûr qu'elles sont aussi françaises. Et on vise aussi 2 personnes morales, donc 2 organisations, 2 associations qui sont à la fois israéliennes et françaises. Et pour ce qui est du travail, comment ça s'est passé, c'est vrai que le groupe d'action judiciaire de la FPS a fait un travail d'analyse et de collecte. Nous les avons aidés, ça a duré beaucoup de semaines. Et donc, en fait, les sources sont plutôt multiples. En fait, c'est à la fois des interviews qui ont été données dans des journaux francophones, français, étrangers. Donc, on a dû faire un travail de traduction.
Il y a aussi des brochures, des informations qui sont publiques, des tweets, des déclarations publiques, et aussi des rapports d'ONG palestiniennes qui font le lien entre cette dépossession et ces crimes contre l'humanité qui ont été commis et qui visent des localités qui ont été prises et qui ont été prises par les personnes qu'on visait justement dans la plainte. Donc ça a été vraiment un travail collectif et on félicite aussi le travail du groupe d'action du judiciaire de l'association France-Palestine Solidarité, parce qu'on a vraiment travaillé d'arrache-pied pour recoller vraiment toutes les sources et faire en sorte qu'on ait quelque chose de vraiment tenable et circonstancié. Et à ce stade, vous ne voulez pas donner les noms ? On estime que c'est pas très intéressant, ça ne servirait pas à l'intérêt de notre cliente. Ces personnes-là, si elles sont coupables de ces crimes-là, il appartient au parquet, et plus tard un juge d'instruction, de les poursuivre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la reconnaissance des crimes auxquels elles concourent, puisque c'est en tant que complice du principe même de la commission de ces crimes. Ensuite, ces faits-là, en fait, puisqu'ils se tiennent dans ce contexte, ont la particularité de faire l'objet d'un prosélytisme certain. Ils ne sont pas du tout dissimulés en réalité. Donc tous ceux que ça intéresse pourront trouver des personnes concernées. Ces deux personnes physiques et leur association, elles sont une composante d'un problème qui est plus large. Et celui qu'on soumet, parce que c'est vraiment, on le soumet au parquet antiterroriste, c'est la question de savoir si aujourd'hui on va poursuivre ces crimes-là dans leur principe même en fait. Et ce sont des personnes qui continuent de voyager en France ? Probablement. En tout cas, on sait de sources sûres qu'elles ont fait des allers-retours en France. Donc voilà. Et vraiment, pour le coup, comme le disait Nino, je veux dire, on est parti aussi de sources publiques, de renseignements publics, des recherches publiques. Donc ces personnes-là ne se cachent pas de la commission des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ne se cachent pas de leur suprémacisme, de leur incitation à la haine et aussi de leur, leur admiration de certains ministres qui sont visés par... aujourd'hui, soit par des sanctions de la part du Royaume-Uni, de la Slovénie et d'autres États, et qui font clairement état de leur haine et de leur suprémacisme à l'encontre du peuple palestinien, parce que c'est le peuple palestinien. Alors, si vous avez réussi à identifier les crimes commis par ces colons franco-israéliens, on est quand même tenté de se dire que l'État français avait les moyens de le faire. Est-ce que ce n'était pas d'abord son rôle et peut-être même son devoir de les poursuivre en justice ? Sur cette question-là, oui. Je pense que, comme le disait Nino, le parquet national antiterroriste doit se saisir aussi de l'application de la politique pénale qu'il fait aussi dans d'autres conflits armés. On pense à la Syrie, on pense à d'autres conflits terrains de guerre. Donc, en fait, la France a les moyens aussi d'ouvrir des enquêtes. Et je sais que de nombreuses associations et d'autres ONG de protection des droits de l'homme avaient appelé aussi à l'ouverture d'enquêtes en ce qui concerne des binationaux qui font partie des forces armées d'occupation israéliennes, que ce soit sur le terrain de la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. Pour l'instant, rien n'est fait. Donc en fait, quand rien n'est fait, il faut saisir la justice, il faut qu'on utilise les outils qu'on a en notre possession. Et donc le droit aujourd'hui existe. Le droit international n'est pas quelque chose qui flotte au-dessus de nous. Il y a des dispositions du Code pénal qui transposent le statut de Rome, créant la Cour pénale internationale, qui transpose des règles de droit international humanitaire. Et donc, en fait, l'association France-Palestine Solidarité nous a mandatés pour qu'on puisse faire ce travail et mettre, on va dire, sous le nez des magistrats et de nos juridictions françaises, ces textes pour qu'ils puissent en faire application. Oui, ces textes et les contradictions de l'institution aussi, parce qu'en réalité, l'État français reconnaît le caractère illégal des colonies de peuplement en Cisjordanie. On a des communiqués du ministère des Affaires étrangères qui font état de ce que le comportement, notamment de ressortissants français, serait contraire au droit international. Donc, quand on dit contraire au droit international, en réalité, en creux, ils font référence au texte que nous, on vise. Donc aujourd'hui, encore une fois, on interpelle, par cette action-là, on interpelle le parquet, l'institution judiciaire, on dit. Le parquet fait application de la politique pénale. Tout simplement, il n'y a pas d'indépendance. Donc, la question qu'on pose, c'est est-ce que la politique pénale aujourd'hui en France, c'est de sanctionner les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qui sont commis par des ressortissants français, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, ou est-ce que c'est de considérer que quand ce sont des ressortissants français qui commettent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou qui s'en rendent complices, avec tout le spectre des possibilités, dans cette zone particulière, eh bien, on se contente de communiqués de presse, de sanctions administratives à demi-mot. La question mérite d'être posée. Effectivement. Et est-ce qu'une action en justice, justement, pourrait être envisagée contre l'État français pour sanctionner son inaction ?
Alors à ce sujet-là, pour l'instant, en ce qui nous concerne dans cette affaire, c'est pas encore à l'heure du jour. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'association des juristes pour le respect du droit international, Jurdi, dont je suis membre, et je crois que vous aviez interrogé notre secrétaire général, Benjamin Fiorini, à cet égard. Là, nous avons déposé un recours indemnitaire de plein contentieux, justement, contre l'État français, pour son inaction, pour sa carence à prévenir le génocide en cours à Gaza, parce que aujourd'hui, on a vraiment dépassé, notamment pour ce qui concerne la bande de Gaza, le risque plausible et imminent. C'était lors de l'ordonnance du 26 janvier 2024. Là, on est 1 an et demi plus tard, on n'est plus dans le risque plausible et imminent. Le génocide est très clairement caractérisé à la fois sur le plan matériel et sur le plan intentionnel. La colonisation, l'annexion du territoire palestinien occupé en Cisjordanie est encore en cours. La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif historique du 19 juillet 2024, le dit clairement. L'occupation militaire prolongée et permanente est illégale. Israël doit se retirer des territoires occupés. L'annexion est illégale. La colonisation est illégale. La France reprend ses communiqués, et elle le dit d'ailleurs même dans les mémoires qu'elle soumet à la Cour internationale de justice. Ces conclusions ne sont pas à jeter à la poubelle. Et donc, à un moment donné, quand on se retrouve face à la diplomatie française qui indique qu'effectivement la colonisation est illégale et qu'elle mérite des sanctions, mais que rien n'est fait au niveau national et qu'aucune mesure n'a été prise pour ouvrir des enquêtes, en tout cas pour ce qui concerne des ressentissants français qui sont nos concitoyens, qui sont soumis à la loi française pénale et qui ne peuvent pas rester impunis. Là, effectivement, il faudrait que les mesures soient prises, mais nous, en tout cas, dans ce cadre-là, on est déterminés et on espère qu'une information judiciaire sera ouverte et que des réquisitions seront prises. Le parquet national antiterroriste a à plusieurs reprises classé sans suite des plaintes visant des Français portant l'uniforme de l'armée israélienne et participant au génocide en cours. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il se saisira dans cette affaire ? Rien. Rien. Non, il n'y a rien du tout. En revanche, une fois que cette décision a été prise, le cas échéant, on aura plus d'informations justement sur la politique pénale du ministère de la Justice. On ne peut pas faire autrement. Nous, en réalité, on n'est pas... C'est pour confronter le PNAT à ces contradictions que... Il y a cette logique-là, et ensuite il y a celle de l'exercice des voies de droit. C'est-à-dire que nous, on est mandaté par une cliente qui a intérêt à agir, qui a qualité à agir, qui nous sollicite à cette fin. On se livre à l'analyse des éléments qui nous sont soumis, parce qu'il ne s'agit pas de déposer des plaintes pour faire de la mousse. Une fois que le travail est fait, chacun est dans son rôle. Si le parquet antiterroriste classe sans suite, il y a un recours possible devant le procureur général. Il y a une autre option qui est de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Voilà, la logique, c'est d'exciper de toutes les voies de droit. Chacun prendra ses responsabilités, mais véritablement, encore une fois, le contexte dans lequel on se positionne, la gravité de ce qui est en train de se passer, la plainte de la FPS, ce n'est pas le sujet majeur aujourd'hui par rapport aux gens qui se font massacrer quotidiennement. En revanche, la question de savoir comment chacun se positionne dans cette période-là, à la mesure de ses prérogatives, elle est intéressante, et ça va rester. Donc aujourd'hui, on pose cette question au parquet, on sera ravis d'entendre leurs réponses. Oui, d'avoir une clarification, tout à fait. Après, on n'est sûr de rien. Nous, on pense qu'on a des éléments irréfutables et assez solides pour que le PNAT s'en saisisse. Après, effectivement, on verra ce qui est possible de faire, soit un recours, soit une plainte avec constitution de partie civile. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, peut-être que j'anticipe une question, nous n'avons pas fait une plainte avec constitution de partie civile. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, on avait des victimes, mais par crainte de représailles, et parce que des menaces, en fait, pèsent quotidiennement sur elles, il n'était pas possible de se joindre tout de suite, en fait, à ce stade, à la plainte. Et donc, en fait, il est aussi question pour la FPS qui est en contact régulier avec des militants pour les droits de l'homme, avec beaucoup d'ONG sur place, des municipalités, des personnes physiques qui sont victimes de la colonisation et de cette dépossession violente et déshumanisante, en fait, de leur terrain, de leur vie, de leur maison. Il n'était pas question de les mettre en danger. Mais on envisagera en temps utile ce qui pourra être fait avec la FPS, et on en discutera. Et pour l'instant, voilà, le tout, comme dit Nino, c'est la clarification. On fait notre rôle. Maintenant, aux juridictions pénales françaises de se saisir de cette plainte.
Et dans quelle mesure la justice française peut faire respecter le droit international là où les États membres de l'ONU ont échoué? C'est compliqué, en tout cas, nous, à notre échelle, et c'est ce qu'on se disait à la fois avec Nino et Foucault, quand on a été saisi de l'affaire, c'est de se dire que notre défi, comme le font d'autres organisations de protection des droits de l'homme, ou par exemple l'association Jurdi, c'est d'utiliser toutes les décisions qui ont été prises par des juridictions internationales, toutes les résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, par l'Assemblée générale des Nations Unies, les rapporteurs spéciaux, on pense au rapport de Francesca Albanese, de toute la doctrine qui a écrit sur le sujet, de tous les rapports qui sont sortis à la fois sur la colonisation et sur les crimes contre l'humanité, qui sont aujourd'hui très largement circonstanciés et publics, pour les mettre dans nos contentieux, sur le plan national, et pour qu'on s'en saisisse. Le droit international, aujourd'hui, on dit souvent le droit international est mort. Ce n'est pas le droit international qui est mort, je pense qu'il a le mérite d'exister. En revanche, ce qui est en cause, c'est son effectivité, c'est sa mise en application. Et si les premiers sujets de droit international, c'est-à-dire les États, ne font pas leur rôle, à charge pour nous d'utiliser les ordonnances, les avis, comme celui de la Cour internationale de justice, qui est fondamental, de l'utiliser et de dire, voilà, on a les dispositions en droit national, vous pouvez faire application de ce que dit la Cour internationale de justice, et vous, les magistrats, vous ne pouvez pas faire abstraction de ce droit qui doit s'appliquer, notamment dans le cadre de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Donc voilà, on essaie de faire notre part de travail à ce niveau-là, mais on verra quelles seront les suites. Oui, puis il y a aussi le fait que ce qui est possible ou pas possible du point de vue diplomatique ou dans le concert des nations, c'est extrêmement complexe. En revanche, les magistrats sont supposés être indépendants et la justice doit l'être aussi en France. Pas le parquet, en tout cas, c'est pas ma conviction, mais si une information judiciaire est ouverte pour des faits de cette nature ou des faits comparables, tous les magistrats qui ont vocation à intervenir dans la suite de la procédure sont indépendants. Donc ce qui est peut-être impossible au niveau national ou international pour des considérations qui nous dépassent est tout à fait possible du point de vue judiciaire à l'échelle des personnes. Sans compter les moyens d'enquête du parquet et des organismes avec lesquels ils travaillent, qui font qu'en réalité, une fois qu'on a remis les faits entre leurs mains, s'ils décident d'ouvrir ne serait-ce qu'une enquête et de faire intervenir la sous-direction antiterroriste, la DGSI, etc., comme ils savent très bien faire, ils trouveront, à n'en pas douter, des éléments à se mettre sous la dent. Alors la plainte a été déposée le jour où Emmanuel Macron a officiellement reconnu au nom de la France l'existence de l'État de Palestine, à l'occasion de la conférence de l'ONU sur la solution à deux États. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de donner une dimension politique à cette procédure ? Alors, pas forcément. En fait, effectivement, nous, ce qu'on visait, c'était la date butoir du 18 septembre 2025, puisque l'avis consultatif qui avait été rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de justice, il y a eu une résolution qui avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, par ces États, fixant comme date butoir le 18 septembre 2025 pour pouvoir faire en sorte que la colonisation s'arrête, que l'occupation cesse et qu'Israël puisse se retirer des territoires palestiniens occupés. Voilà, le 22 septembre, rien ne se passait. Mais effectivement, ce à quoi ça fait écho, c'est que si on peut voir quelque chose de positif au fait que le président de la République française, Emmanuel Macron, ait reconnu l'État de Palestine, pour autant, ça ne règle pas le sujet du génocide en cours à Gaza, du morcellement du territoire palestinien occupé et de la commission quotidienne des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'encontre du peuple palestinien. Alors, reconnaître l'État de Palestine, très bien, c'est symbolique et on se dit que ça, voilà, c'est un frémissement positif, mais enfin, sur quel État, pour quelle population ? Je veux dire, au moment où les Palestiniens sont en train de mourir sous nos yeux, se font spolier depuis des décennies, on leur donne enfin l'occasion de les reconnaître. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination, est un droit qui est consacré, qui est inaliénable, consacré par la Charte des Nations Unies. Donc ce n'est pas un cadeau que l'on fait aux Palestiniens. C'est un devoir aujourd'hui de reconnaître l'État de Palestine. Et j'ajouterais qu'aussi, il y avait 147 États qui reconnaissaient l'État de Palestine avant que la France le fasse. Donc en fait, c'est certes un point positif sur le plan politique, mais nous, ce que nous disons,
et c'est un peu un hasard du calendrier entre le 18 septembre et le 22 septembre, c'est qu'à l'heure où on reconnaît la Palestine, on reconnaît un État complètement morcelé, qui ne peut pas exister et dont on ne lui donne pas les moyens d'exister et d'être souverain. Et c'est bien ça qui est grave. Donc je pense qu'il y a une dimension encore plus politique pour la FPS, notre cliente, parce qu'elle fait un travail de plaidoyer, de recherche, et qu'elle se bat depuis de nombreuses décennies pour la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien. Mais sur le plan du droit, en fait, on voit bien qu'il y a un décalage. Au jour où on reconnaît l'État de Palestine, on dépose une plainte pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Est-ce que cette reconnaissance de l'État de Palestine ne pourrait pas vous aider justement à favoriser le succès de cette action en justice, maintenant qu'on reconnaît un État ? Si elle s'accompagne d'un changement de la politique pénale française, puisque, encore une fois, le parquet applique la politique pénale, c'est inscrit dans le code de procédure pénale. La politique pénale, elle est définie par le ministère de la Justice, le garde des Sceaux, et par l'exécutif plus généralement. Donc si la politique pénale française, c'est de sanctionner les crimes de guerre contre l'humanité connus par les ressortissants français, je crois que c'est 4000 soldats franco-israéliens, voilà l'estimation. Et ben, dans ce cas-là, on aura des dizaines ou des centaines de procédures, en espérant qu'elles soient menées de manière impartiale. Vous semblez etc. très dubitatif, Nino Arnaud. Moi, je n'ai aucune confiance dans le parquet national antiterroriste de manière générale, mais ça relève de mon expérience personnelle. Si les professionnel choses, aussi. voilà, que... personnel, professionnel, mais ça finit par devenir personnel tellement. Oui. Non, mais si les choses devaient être entreprises, ils avaient la capacité de le faire depuis longtemps. Sarah l'a dit de manière parfaitement claire, ça fait des décennies qu'aujourd'hui, encore une fois, on pose la question, qu'est-ce que vous entendez faire ? Oui. Cette déclaration de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, du 29 juillet 2025, lorsqu'il dit que les violences des colons israéliens en Cisjordanie sont des actes de terrorisme, ça semble indiquer que le PNAP, même si effectivement c'est la politique pénale et que là c'est quand même un ministre des Affaires étrangères qui se prononce, pourrait peut-être donner suite à cette, en tout cas ouvrir une information judiciaire. Avec l'utilisation de ce terme, qui est un terme à tiroir qui en réalité ne veut rien dire du tout. Le terrorisme, vous voulez dire ? Oui, enfin, surtout dans ce contexte très particulier. Enfin, s'il y a un endroit au monde où on a l'illustration aujourd'hui du fait que le terme terroriste n'a absolument aucune valeur, c'est bien en Palestine, où quiconque jette un caillou est qualifié de terroriste et se voit au Tel Aviv. Je ne vais pas faire une longue tirade là-dessus, mais ce terme-là, il est à géométrie variable. Donc, très bien, si un ministre l'emploie, enfin, très bien, ça lui appartient. Mais encore une fois, la France avait déjà reconnu le caractère illicite, totalement illicite, à de nombreuses reprises. Et pour autant, il n'y a pas d'actions qui sont prises. Donc, si ça n'engage que lui, bien, c'est dommage. Si ça engage des actions concrètes, ce sera formidable. Enfin, formidable. Oui, on espère effectivement une clarification. Et comme tu le disais, Nino... juste une mise en cohérence entre les multiples déclarations, parce que la France, en fait, quasiment tous les ans, condamne la colonisation illégale. Ça ne date pas d'il y a 2 ans. Vous savez, la colonisation a été mise en place depuis 1967. Elle a été permise par l'occupation militaire de l'État israélien du territoire palestinien occupé. Et aujourd'hui, on compte plus de 150 colonies israéliennes illégales et d'avant-postes, donc ces formes embryonnaires qui vont devenir après des grandes colonies. Et Benjamin Netanyahou a promis qu'il allait poursuivre ces colonies en représailles de ces reconnaissances. Exactement, c'est-à-dire qu'en plus, il y a des représailles qui sont prises par cet État étranger qui se met en contradiction et en conflit en permanence avec le droit international et qui mène en plus à une annexion du territoire palestinien occupé. Donc aujourd'hui, ce qui est assez évident et ce qu'on demande, c'est qu'en fait, il y ait une application du droit pour les ressortissants français qui aujourd'hui commettent et se rendent complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La loi doit s'appliquer à tous, sans aucune exception. Et si au contraire, le ministère des Affaires étrangères prend tant de force, avec force, et prend autant de temps à condamner la colonisation, très bien. Là, aujourd'hui, nous avons une plainte. Elle est déposée. Et donc, la clarification est là. Et on attend que la justice fasse son travail, tout simplement. D'accord. Le PNAT, généralement, se positionne, ou en tout cas... Enfin, je ne sais pas comment on dit dans les termes juridiques, et en particulier dans la loi pénale, ça lui demande combien de temps à peu près avant de rendre un avis ?
sur une affaire de ce type. Ce sont tous les parquets de France ont la maîtrise totale de leur emploi du temps en la matière. Quand vous déposez une plainte, si vous avez le malheur d'être victime d'une atteinte aux personnes ou d'un crime plus grave, moins grave, d'un délit, vous jetez un caillou dans l'eau qui est votre plainte. Si le parquet ne se prononce pas, vous avez la possibilité, quand il s'agit d'un délit, au bout de 3 mois, donc de saisir le doyen des juges d'instruction. S'agissant d'un crime, il n'y a pas ce délai, parce qu'on aurait pu commencer par ça. Donc après, on a la maîtrise également de notre emploi du temps, c'est-à-dire qu'on pourra choisir, notre cliente pourra choisir d'exercer des voies de recours, sauf à ce que très rapidement nous fasse part d'un classement sans suite, par exemple. Mais en réalité, on n'a aucune visibilité sur la temporalité. Sarah Samer, peut-être le mot de la fin. Enfin, en tout cas, on le sait, pour l'association France-Palestine Solidarité, c'est quelque chose de très important. Ils avaient d'ailleurs porté plainte avec Constitution Partie Civile, avec la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations, notamment palestiniennes, contre des soldats franco-israéliens, des snipers. Qu'est-ce qui avait donné cette plainte ? Et c'était en juillet 2025, donc pour l'instant, on ne sait pas quelle est l'issue. Là, c'est aussi une deuxième action d'ampleur qu'ils portent. Je pense qu'ils ont foi en la justice. Ils espèrent qu'il y a un shift, en fait, aussi dans la manière de percevoir ces crimes-là. Après, nous faisons le maximum. Nous ne sommes pas magiciens. Et je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le droit est un temps long. Donc, il faut être patient. C'est pas quelque chose d'immédiat. Le droit ne recoue pas les corps. Le droit ne ramène pas à manger à une population qui est aujourd'hui affamée délibérément dans la bande de Gaza. Donc, la justice prend du temps. Mais on espère vraiment que, pour le coup, avec toutes les circonstances qui sont maintenant publiques, que plus personne ne peut ignorer, et avec cette reconnaissance de la France, qui est quand même un acte politique fort, les juridictions françaises vont enfin faire leur travail et sans ambiguïté, sans double standard. C'est tout ce qu'on espère, à la fois pour l'association AFPS et aussi pour notre travail qui fait sens pour nous, quoi. Oui, je pense qu'il y a... Pour ceux qui ne sont pas tenants de la guerre des civilisations et d'un avenir qui serait le choc de tous contre tous, il y a un vrai besoin d'effectivité du droit, en fait. Je pense, peut-être, en tout cas pour nous. Et ça implique un pas en arrière sur le degré d'hypocrisie auquel on est confronté et un pas en avant sur une forme d'uniformisation et d'universalisme dans l'application de la règle. Merci beaucoup, Maître Nino Arnaud. Merci à vous également, Maître Sarah Samer. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé Le Média sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que Le Média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, aller sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.